Le fait de laisser la vérité éclater au grand jour a été incroyablement libérateur à bien des égards. N'étant plus accablés par le secret, nous pouvons enfin tout mettre à nu, tout est au grand jour. Depuis des années, Dayar Television Network est vénéré comme un pilier de la radiodiffusion basée sur la foi, attirant des millions de personnes avec ses sermons soignés et ses messages édifiants. Mais aujourd'hui, une histoire différente émerge, une histoire beaucoup moins divine et beaucoup plus accablante. Des rumeurs de scandale, de cupidité et de corruption ont persisté en arrière-plan pendant des années, mais ce qui était autrefois des ragots étouffés a éclaté en une véritable tempête de suspicion. Est-ce le jugement que Dayar n'avait jamais vu venir? Le temps des spéculations est révolu. Grâce aux dénonciateurs qui se sont manifestés, la vérité est enfin dévoilée et les secrets enfouis au plus profond de l'histoire de Dayar sont exhumés. Une fois de plus, Dayar Television Network se retrouve sous les feux des projecteurs, mais cette fois, ce n'est pas le genre de choses qu'ils espéraient. Des allégations de dissimulation et de tromperie font surface, dressant un tableau qui ressemble plus à un feuilleton à scandale qu'à un sermon sacré. Pourrait-il y avoir un schéma plus profond de malversation présumée qui se cache sous l'extérieur brillant et rempli de foi du réseau? Pour comprendre pleinement le poids de ces dernières accusations, nous devons revisiter le passé du réseau, un passé jonché de controverses. Il y a des années, Dayar a été empêtré dans des accusations de mauvaise gestion financière et de mauvaise conduite interne. Leur direction, bien sûr, a rejeté les accusations avec la condamnation d'un prédicateur en chair. Joanie Lamb, cofondatrice et présidente du réseau, a défendu sans faille leurs opérations. Mais comme l'histoire l'a montré, les scandales non résolus ont tendance à revenir. Alors, que s'est-il passé exactement à l'époque? Et assistons-nous à la suite du scandale le plus notoire de Dayar? Il y a 15 ans, Marcus, le fondateur et berger autoproclamé du troupeau de Dayar, s'est retrouvé au centre d'une révélation choquante. Pendant 7 ans, il avait eu une liaison avec une employée du réseau, une liaison qui a été révélée par un procès pour fraude intentée par Janet Hawkins, une ancienne directrice marketing. Et ses preuves? Disons simplement qu'elle laissait peu de place au doute. Hawkins a présenté des courriels accablants qui ont brisé l'image immaculée de l'empire médiatique de plusieurs millions de dollars. Parmi les allégations les plus flagrantes, il y avait celle selon laquelle des fonds du ministère avaient été détournés vers les escapades personnelles de Marcus. Un courriel en particulier suggérait même que Marcus avait l'ambition de faire de sa maîtresse la prochaine, Madame Marcus Lamb. Lorsque le scandale a éclaté, Marcus a tenté une contre-attaque stratégique, accusant les lanceurs d'alerte d'avoir tenté d'extorquer 7,5 millions de dollars au réseau en échange de leur silence. Mais la réalité est la suivante, la police n'a trouvé aucune preuve pour étayer les allégations d'extorsion. Pour beaucoup, cela ressemblait à une manœuvre de relations publiques désespérée, un dernier recours pour déplacer la sympathie vers Marcus et détourner l'attention de la vérité accablante. En 2010, lors d'une confession télévisée très médiatisée, Joanie Lamb a évoqué l'affaire, la décrivant comme une relation émotionnelle qui a évolué vers une relation inappropriée. Mais ce qui a vraiment déconcerté les observateurs, c'est la façon dont Dayar a réussi à déformer le récit et à conserver le soutien indéfectible de sa congrégation. La dissimulation qui a commencé comme des murmures d'une liaison a rapidement éclaté en poursuites judiciaires, en tollé public et même en une apparition en tant qu'invité du Dr Phil lui-même. La saga s'est déroulée alors que Marcus et Joanie Lamb, le couple puissant derrière Dayar, ont été contraints de faire face aux allégations qui menaçaient de démanteler leur image soigneusement soignée. Confronté à une pression croissante, Marcus a pris la parole sur les ondes avec Joanie à ses côtés et une salle pleine de partisans dévoués derrière lui. Dans ce qui ne peut être décrit que comme une confession faite pour la télévision, il a déclaré « Ils essaient de prendre notre douleur et de la transformer en leur ». Puis est venue la phrase qui pourrait facilement se retrouver sur un t-shirt, « Nous n'allons pas accepter l'argent de Dieu pour éviter d'être humiliés ». Mais tout le monde n'a pas cru ce que Marcus vendait, et surtout pas Janet Hawkins. L'ancienne directrice marketing, dont le procès avait initialement fait éclater l'affaire, a affirmé que les retombées du scandale et sa prétendue dissimulation l'avaient laissé émotionnellement brisé. Ses griefs allaient au-delà de l'angoisse personnelle, elle accusait également
les Lamb de l'avoir publiquement diffamée, se présentant comme les victimes d'un sinistre complot d'extorsion tout en la dépeignant comme la méchante. Hawkins, accablé par les preuves, a fini par s'éloigner du chaos, démissionnant de son poste à Dayar et se faisant interner volontairement dans un établissement psychiatrique. Mais au lieu de clore le chapitre de la controverse, son départ n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'attention du public s'est intensifiée et les Lamb, déterminés à reprendre le contrôle de l'histoire, et peut-être à augmenter leurs audiences par la même occasion, ont décidé de présenter leur version des faits sur un lieu où les âmes troublées cherchent la rédemption, la scène du Dr Phil. Dans son talk-show diffusé à l'échelle nationale, Marcus et Joanie Lamb ont présenté leur histoire, la présentant comme un témoignage de résilience, de rédemption et du pouvoir de la foi pour guérir un mariage brisé. Mais le Dr Phil, toujours la voix de la raison, n'allait pas les laisser s'en tirer aussi facilement. Il a offert un point de vue qui donne à réfléchir, mettant en garde contre la tendance trop courante à blâmer le diable pour les mauvais choix. Parce que parfois, comme il le dit sans détour, une mauvaise décision n'est que cela, une mauvaise décision. Si cette apparence a pu humaniser les Lamb aux yeux de certains, elle n'a pas fait grand-chose pour calmer la tempête grandissante. Dans les coulisses, les batailles juridiques se multipliaient plus vite que les appels à l'hôtel lors d'un réveil. Plus de poursuites, plus de problèmes comme si un scandale ne suffisait pas, Dayar s'est rapidement retrouvé empêtré dans une nouvelle vague de batailles juridiques. D'anciens employés, enhardis par le nombre croissant d'accusations, ont intenté des poursuites judiciaires devant les tribunaux fédéraux et de Dallas accusant la chaîne de mauvaise conduite au travail, de mauvaise gestion financière et de manquement à l'éthique. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et l'histoire semble se répéter. Une fois de plus, Dayar se retrouve au cœur d'une controverse cette fois, à cause de nouvelles allégations choquantes qui menacent de secouer l'empire de la radiodiffusion chrétienne jusqu'à ses fondements. Le nouveau scandale si les producteurs de télé-réalité étaient à la recherche de leur prochaine grande saga familiale, les Lamb pourraient bien être la tête d'affiche ultime. Au cœur de ce dernier scandale se trouve Jonathan Lamb, l'ancien vice-président de Dayar TV, et sa femme, Suzy. Ensemble, ils ont porté des accusations accablantes pas seulement contre la mère de Jonathan, Joanie Lamb, mais contre tout l'héritage de l'empire médiatique de feu Marcus Lamb. Les allégations tournent autour d'un incident profondément troublant impliquant la fille de 5 ans de Jonathan et Suzy et un employé de Dayar identifié uniquement sous le nom de Pete qui, pour rendre les choses encore plus troublantes, est également un membre de la famille. Selon Jonathan, le cauchemar a commencé lors d'une retraite de cadre de Dayar en Floride en août 2021. Ce qui aurait dû être une escapade familiale de routine a pris une tournure terrifiante lorsque Suzy a remarqué que Pete suivait leur fille à l'étage alors qu'elle allait se changer pour aller nager. Sentant que quelque chose n'allait pas, Jonathan s'est précipité après eux pour finalement tomber sur sa fille complètement nue et Pete debout à proximité d'une manière indéniablement inappropriée. « Qu'est-ce que tu fais ?» se souvient Jonathan en criant, la voix remplie de panique et de rage. Pete, pris sur le fait, a trébuché sur ses mots, lâchant des excuses frénétiques comme un enfant pris là. Main dans le pot à biscuits, sauf que c'était infiniment pire. Suzy, encore bouleversée par ce souvenir, a décrit l'expression de Pete comme vide et étrangement détachée où ses yeux, autrefois familiers, sont désormais noirs et vides. Ce moment lui a fait froid dans le dos. Mais ce qui s'est passé ensuite est que le scandale prend une tournure encore plus sombre. Au lieu d'alerter immédiatement les autorités, Jonathan et Suzy affirment que Joanie Lamb et son défunt mari, Marcus, ont activement travaillé pour dissimuler l'incident, en donnant la priorité à la réputation de Dayar plutôt qu'à la sécurité de leur propre petite fille. D'après Suzy, Joanie est même allée jusqu'à défendre les actions de Pete, en disant qu'il aimait l'enfant et voulait juste passer du temps avec lui. Dire que la réponse était alarmante serait un euphémisme. Lorsque Jonathan et Suzy ont essayé d'exiger des comptes, ils ont affirmé que leur situation n'avait fait qu'empirer. Ils affirment qu'au lieu d'être accueillis avec inquiétude, ils ont subi des représailles et ils ont été renvoyés du réseau, suivis et manipulés dans le but de les faire taire. Mais ce n'était pas leur seule source de discorde avec Joanie. Ils ont également critiqué son remariage éclair avec Doug White, un divorcé qu'elle a épousé moins de 2 ans après le décès de Marcus. Et ainsi, les lignes de bataille étaient tracées.
Dayar, pour sa part, a catégoriquement nié les allégations, accusant Jonathan d'avoir lancé une campagne de diffamation malveillante par amertume de ne pas avoir été couronné successeur de son père. Mais le passé étant déjà jonché de squelettes, la vraie question demeure, est-ce juste un autre chapitre de la longue histoire de scandale de Dayar, ou est-ce le moment où l'Empire s'effondre enfin? La controverse sur le licenciement, qui dit vraiment la vérité? D'après Dayar, le licenciement de Jonathan n'était pas une mesure de représailles, c'était simplement le résultat d'une évaluation de ses performances sur 15 mois. Mais est-ce toute l'histoire? Ou s'agit-il d'un cas classique de lanceur d'alerte réduit au silence sous couvert de « business as usual » ? La question demeure, Jonathan est-il un courageux chercheur de vérité, dénonçant la corruption au sein de sa propre famille? Ou est-il simplement un fils mécontent, amer d'avoir été privé du trône de son père? Sont-ils des réformateurs vertueux ou simplement des fauteurs de troubles? Le déni féroce de Johanny Lamb. Alors que la controverse fait rage, Johanny Lamb s'est retrouvée au cœur du cyclone. Dans un récent épisode de son émission, Johanny TBL Talk, elle a répondu aux accusations qui ont fait l'effet d'une bombe contre elle, en particulier les allégations selon lesquelles elle aurait dissimulé un incident d'abus sexuel au sein de la famille. Sa réponse? Un rejet catégorique des accusations, prononcé avec l'indignation ardente de quelqu'un qui n'a aucune intention de reculer. C'est un récit écrit par un blogueur de bas étage qui ne sait rien, n'a jamais entendu l'autre version de l'histoire et ne fait rien d'autre qu'essayer de détruire ma famille. Si la subtilité était une option, elle ne l'a pas prise. Mais les critiques affirment que ce n'est pas la première fois que Johanny utilise l'indignation comme stratégie de défense. Selon d'anciens associés, elle a l'habitude de détourner les accusations avant de rapidement se mettre à jouer la victime. Prenons par exemple une conversation présumée avec Suzy, la femme de Jonathan. Johanny l'aurait mise en garde contre le fait de s'associer à un certain couple, les qualifiant de « rebelles ». Son raisonnement? C'est un esprit de Jézabel, aurait dit Johanny à Suzy, avant d'ajouter « Tu as un cœur qui apprend, alors tu dois m'écouter ». Parce que rien ne renforce les liens familiaux comme le fait de stigmatiser les gens avec des archétypes de méchants bibliques. Quand les blagues dépassent les bornes alors qu'ils naviguaient dans la brèche familiale, Jonathan et Suzy ont commencé à se sentir de plus en plus mal à l'aise avec certains membres de leur famille. Qu'est-ce qui les a le plus perturbés? Un schéma dérangeant d'humour bizarre et totalement inapproprié. Un moment particulièrement stupéfiant s'est produit lorsque le couple, ravi de sa première grossesse, a partagé la bonne nouvelle. Et puis, de nulle part, un membre de la famille a décidé que c'était le moment idéal pour faire une blague. Si tu veux avorter, je connais un gars. Laissez cela pénétrer. La plupart des gens s'attendraient à des félicitations, à de l'enthousiasme, voire à quelques suggestions de nom. Mais là, c'était plus qu'inapproprié, c'était profondément troublant. Et malheureusement, ce n'était pas un incident isolé. Le même membre de la famille avait aussi le don de sortir des punchlines farfelus, comme une blague sur la torture impliquant des piranhas. Une réponse à un télévendeur qui disait « Je reviens tout de suite », mais seulement après avoir fini de coucher avec une chèvre. À un moment donné, on doit se demander, est-ce juste de l'humour bizarre, ou est-ce un signal d'alarme? Pour Jonathan et Suzy, la limite avait été franchie. Ce n'était pas seulement des blagues bizarres. C'étaient des remarques dérangeantes, suffisamment pour les amener à se demander si certaines personnes de leur famille devaient avoir accès à leur enfant. Ils ont donc fait ce que la plupart des parents inquiets feraient, ils ont fait part de leurs inquiétudes à Johanny. Ils pensaient sûrement qu'elle comprendrait leurs inquiétudes. Peut-être même qu'elle agirait. Au lieu de cela, sa réponse était aussi déroutante que les blagues elles-mêmes, certains chrétiens ont un sens de l'humour différent. C'est vrai, la défense du « sens de l'humour ». Pour être juste, l'humour est subjectif. Certaines personnes aiment le sarcasme. D'autres préfèrent les farces. D'autres encore apprécient les jeux de mots pleins d'esprit. Mais Jonathan et Suzy n'avaient pas affaire à des blagues de papa et à des jeux de mots ratés. Ils avaient affaire à des remarques qui frôlaient l'alarme. Et la réponse de Johanny? Un haussement d'épaules désinvolte.
Le point de rupture à chaque conversation troublante, Jonathan et Suzy étaient de plus en plus mal à l'aise. Leurs inquiétudes n'étaient pas seulement ignorées, elles étaient complètement écartées. Ils se sentaient ignorés et perturbés, pris entre leurs instincts de parents et la politique compliquée de la loyauté familiale. Comment dire à quelqu'un que ces blagues ne sont pas seulement inappropriées mais profondément dérangeantes? Et que faire lorsque la matriarche de la famille fait comme si ce n'était pas grave? À quel moment la loyauté cède-t-elle la place à l'instinct de survie? Un message vocal céleste? Juste au moment où vous pensiez que cette saga ne pouvait pas devenir plus étrange, Joanie prétend avoir des preuves. Apparemment, elle a présenté des enregistrements qui, selon elle, révéleront la vérité une fois pour toutes. Mais que contiennent exactement ces bandes? Et vont-elles laver son nom ou creuser le trou encore plus profondément? Le drame n'est pas encore terminé. Restez à l'écoute. Tous les enfants, sans exception, ont été qualifiés de rebelles. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de lire un courriel célébrant le mariage de Doug et Joanne. À première vue, cela peut sembler une réaction excessive. Après tout, refuser de lire un courriel n'est pas vraiment un acte de défi, n'est-ce pas? Mais en creusant un peu plus, le raisonnement devient plus clair. Les enfants avaient déjà exprimé leur désapprobation de cette union, la considérant comme adultère. Ainsi, se voir demander non seulement de lire mais, en substance, d'approuver un message de célébration concernant un mariage auquel ils s'opposaient fondamentalement, leur semblait être une trahison de leurs convictions. Mais la situation a pris une tournure encore plus troublante. L'un des enfants, dans un effort pour gérer la question de manière réfléchie, a demandé 24 heures pour prier à ce sujet. Une demande raisonnable, pourrait-on penser. Cependant, la réponse était tout sauf compréhensive. Au lieu d'encourager la réflexion, la réponse est venue rapidement, cherchons la sagesse ensemble. Au début, cela semble diplomatique, jusqu'à ce que cela soit suivi d'un ultimatum sévère, non, tu es rebelle. Lis-le maintenant ou tu perds ton emploi. Depuis quand les désaccords personnels au sein d'une famille peuvent-ils dégénérer en menace de licenciement? Depuis quand remettre en question un dilemme moral peut-il être un motif de représailles professionnelles? Alors que ce conflit interne se développe, des rumeurs ont commencé à circuler, rien de tout cela ne serait arrivé si Marcus Lamb était encore en vie. Est-ce vrai? Peut-être. Peut-être pas. Ce qui est sûr, cependant, c'est que ce niveau de dysfonctionnement n'est pas apparu du jour au lendemain. Des rapports ont fait surface sur des problèmes persistants au sein de la famille, dont certains vont au-delà des conflits moraux et se penchent sur des allégations inquiétantes de comportements inappropriés et de préoccupations concernant la sécurité des enfants. Et qu'en est-il de la réponse de Joanie Lamb? Plutôt qu'une introspection ou une tentative de reconnaître le malaise croissant, sa réaction a été décrite comme étant au mieux défensive et au pire carrément dédaigneuse, au plus une manœuvre de limitation des dégâts en matière de relations publiques qu'un véritable effort pour répondre aux griefs. Entre-temps, un autre membre de la famille a raconté un récit particulièrement troublant concernant un chiropracteur dont l'éthique professionnelle était, pour le dire gentiment, douteuse. Tout a commencé en 2015 lorsque ce membre de la famille a rejoint Dayar et y a travaillé jusqu'en 2021. Tout au long de son mandat, il a observé qu'un chiropracteur traitait fréquemment les employés et les membres de la famille dans la salle verte de Dayar. À première vue, cela aurait pu sembler être un avantage pratique sur le lieu de travail. Mais à mesure que les détails émergent, ce scénario apparemment bénin commence à prendre une teinte beaucoup plus inquiétante. Joanie elle-même a émis un avertissement qui, avec le recul, déclenche sa propre série d'alarmes. Elle a conseillé que chaque fois que le chiropracteur traitait des jeunes femmes, il serait préférable qu'un mari ou une autre personne soit présent dans la salle. Une précaution raisonnable? Peut-être. Mais lorsqu'une telle mesure de protection est nécessaire, n'est-ce pas également le signe que quelque chose ne va pas fondamentalement? Prenant ce conseil à cœur, le membre de la famille a tenu à toujours être présent lorsque sa femme recevait des ajustements. Pendant un certain temps, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Puis, le comportement du chiropracteur a commencé à changer.
Son irritation face à la présence du mari est devenue apparentée. Assez rapidement, son comportement a pris une tournure inquiétante. Il a commencé à faire des remarques inappropriées sur le corps de la femme, juste devant son mari. Un mépris flagrant des limites. Une démonstration éhontée de mauvaise conduite. Mais il ne s'est pas arrêté là. Son comportement s'est aggravé lorsqu'il a commencé à envoyer directement un SMS au mari ou une invitation à dîner, suivie d'une baignade après le repas chez lui. Assez inoffensif, pourrait-on penser. Mais ensuite est venu le coup de grâce, il a spécifiquement demandé au mari de rappeler à sa femme d'apporter son maillot de bain. Toute notion d'hospitalité innocente s'est rapidement évanouie. À ce stade, les sonnettes d'alarme ont retenti. Le couple a signalé ces incidents à Johanny, espérant une action décisive. Mais c'est là que la situation devient encore plus trouble. C'était avant que les allégations choquantes concernant les abus de Suzy ne fassent surface. Si cela ne suffisait pas à déclencher une intervention immédiate, que faudrait-il faire? Le comportement inapproprié du chiropracteur n'était pas seulement persistant, il était aussi enhardi. Faire des remarques personnelles non sollicitées sur le corps de quelqu'un devant son conjoint est plus que non professionnel, c'est un signal d'alarme flagrant. Et ces invitations répétées à la baignade? Elles étaient tout sauf normales. Rétrospectivement, il est clair que de nombreux membres de Dayar nourrissaient depuis longtemps des inquiétudes quant à la culture interne de l'organisation. Aujourd'hui, alors que de nouvelles histoires sont révélées, ces soupçons de longue date sont confirmés, souvent de manière à la fois profondément troublante et bizarre. On peut se demander, combien de squelettes attendent encore d'être déterrés dans le placard de la Green Room. Si vous avez déjà envisagé de travailler chez Dayar, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois. D'anciens employés ont décrit le lieu de travail comme un environnement toxique, une fusion chaotique de drames dignes d'une émission de télé-réalité et de tragédie shakespearienne. Des luttes de pouvoir? Oui. Un antagoniste imminent? Absolument. Et, comme dans toute saga de ce genre, les dommages collatéraux sont inévitables. Un témoignage particulièrement accablant provient d'un ancien membre du service marketing de Daystar. Sous la direction de Rachel Marcus, la fille de Johanny Lamb, cet employé a d'abord trouvé l'équipe marketing chaleureuse et accueillante. Mais dès que Rachel est entrée dans la pièce, l'atmosphère a changé. La tension était palpable. La toxicité, indéniable. Le leadership était au mieux discutable, et la responsabilité? Inexistante. Pour tenter de répondre aux inquiétudes, l'employé a organisé une réunion avec Rachel, espérant une discussion ouverte et professionnelle. Parmi les griefs figurait l'habitude persistante de Rachel de se moquer d'un membre proche de sa famille devant le personnel. Une pratique profondément non professionnelle et inutile. Le fait d'exprimer de telles inquiétudes susciterait sûrement au moins une certaine introspection, voire des excuses pures et simples. Pas tout à fait. Au lieu de reconnaître le problème, Rachel a balayé les inquiétudes d'un geste dédaigneux, comme si le problème n'était pas plus important qu'une dispersion de poussière sur son bureau. Frustré mais déterminé, l'employé, ainsi que son mari, ont décidé de faire remonter l'affaire à Johanny. Mais au lieu de recevoir du soutien, ils ont été accueillis par le silence. Pire encore, ils se sont retrouvés étiquetés et mis à l'écart. La culture de la peur et de la répression au sein de Dayar devient de plus en plus évidente. Ceux qui osent exprimer leurs inquiétudes sont rapidement écartés, leur voix noyée par une direction déterminée à maintenir son emprise sur le pouvoir. Et à mesure que de plus en plus de personnes racontent leurs expériences, une chose devient de plus en plus claire, Dayar n'est pas simplement un autre lieu de travail dysfonctionnel. C'est une institution construite sur les fondations d'une autorité incontrôlée, d'une éthique douteuse et d'une résistance profondément enracinée à la responsabilité. Le classique, blâmer le messager, c'est une stratégie bien rodée, déplacer le sujet, déformer le récit et imputer le problème à la personne qui ose le dénoncer. C'est exactement ce qui semble s'être produit ici. Rachel, malgré les inquiétudes croissantes qui l'entourent, continue de profiter de son salaire confortable, tandis que Jonathan, décrit par ceux qui le connaissent comme son contraire absolu à tous égards,
a été licencié sans ménagement. Gentil, facile à vivre et largement respecté, le seul crime de Jonathan a été de refuser de compromettre ses valeurs. Et dans un endroit comme Dayar, où l'intégrité semble ressortir comme un pouce endolori, rester ferme sur ses convictions revient à porter du blanc à un barbecue inévitablement désordonné et voué à mal finir. Au centre d'une grande partie de ces turbulences se trouve Johanny. La grande question qui plane sur tout cela est de savoir si le chaos a vraiment commencé après le décès de Marcus ou s'il a toujours bouillonné sous la surface, attendant simplement que les bonnes conditions débordent. Et puis il y a Doug, l'imposteur dans ce drame qui se déroule. Certains commencent à se demander s'il est un catalyseur inattendu, poussant les choses vers des territoires plus sombres. Ou n'est-il qu'un autre pion dans un jeu continu de lutte de pouvoir et de leadership douteux? Quoi qu'il en soit, cette saga est devenue un enchevêtrement de tromperie, de grâce et de recherche désespérée de la rédemption. Un rebondissement digne d'une intrigue de grande écoute. La blogueuse et évangéliste canadienne Laura-Lynn Tyler Thompson a récemment partagé une histoire qui pourrait rivaliser avec n'importe quelle série télévisée. Tout a commencé par un appel téléphonique tard dans la nuit de Johanny, d'un ton décontracté mais lourd de sens. Au cours de cette conversation, Johanny n'a pas seulement exprimé ses inquiétudes, elle a carrément qualifié Suzy de menteuse pathologique. Maintenant, soyons honnêtes, quand quelqu'un utilise une phrase comme celle-là, elle persiste. Elle s'implante fermement dans votre esprit, difficile à oublier. À l'époque, Laura-Lynn ne connaissait pas suffisamment Suzy pour contester l'accusation, elle a donc fait ce que beaucoup auraient fait, elle a fait confiance à la source et a pris Johanny au mot. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et l'histoire a radicalement changé. Après avoir passé beaucoup de temps à connaître Jonathan et Suzy, Laura-Lynn est arrivée à une conclusion très différente. Non seulement ce sont de bonnes personnes, mais elle les décrit désormais comme deux des personnes les plus authentiques et les plus bienveillantes qu'elle ait jamais rencontrées. Et quant à cette étiquette sévère, elle reconnaît désormais les mots de Johanny pour ce qu'ils étaient vraiment, faux. Complètement et totalement faux. Mais il ne s'agit pas seulement d'un cas d'erreur personnelle. C'est un signal d'alarme plus large et plus inquiétant pour la communauté religieuse dans son ensemble. La controverse autour de Dayar Télévision, qu'elle soit fondée sur des faits indiscutables ou enveloppée d'incertitudes, a jeté une ombre longue et troublante, non seulement sur ses dirigeants mais, plus important encore, sur l'Évangile lui-même. C'est comme découvrir une mouche dans sa soupe, même si ce n'est qu'une seule, cela suffit à rendre l'ensemble peu appétissant. Un appel à quelque chose de radical. La responsabilité Laura-Lynn n'est pas la seule à faire pression pour un changement, elle n'est qu'une des nombreuses voix qui réclament quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. L'appel n'est pas à l'indignation aveugle ou à des postures creuses, mais à une responsabilité réelle et tangible. L'Église, après tout, est censée être un sanctuaire pour les brisés, un lieu de guérison et de rédemption, et non une forteresse qui protège les mauvaises conduites de la lumière de l'examen minutieux. Être aux côtés des survivants, rechercher la justice et faire preuve de transparence n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la seule façon d'avancer. Si la foi doit avoir un sens, elle doit être prête à affronter les dures vérités, même lorsqu'elles sont inconfortables. Surtout lorsqu'elles sont inconfortables. Les mensonges peuvent se propager comme une traînée de poudre, mais la vérité, bien que plus lente, est implacable. Et lorsqu'elle nous rattrape enfin, elle arrive rarement bien emballée. C'est désordonné. C'est perturbant. Mais c'est nécessaire. Espérons que cela serve de tournant, un moment où les personnes impliquées se rendent compte que la grâce et la vérité font une bien meilleure histoire que la tromperie et le déni. Ne le pourrait jamais. Merci d'avoir regardé, ma famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Et avant de partir, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran, vous ne voudrez pas la manquer.